Comment expliquer ces grosses secousses ces derniers jours sur le Bitcoin et puis à quand la fin du bear market sur la star des cryptos qui a quand même perdu quasiment 40% de sa valeur depuis son point haut à 126 000 dollars en octobre. Bonjour Grégory Hamon. Bonjour. Vous êtes fondateur de The Big Whale. C'est vrai que la correction, elle a été violente. C'est pas la première, mais elle a été violente la semaine dernière, 15% en 48 heures. Le Bitcoin s'est ressaisi depuis vendredi. On est juste en dessous des 70 000 dollars. Comment on explique cette explosion de la volatilité avec une volatilité implicite qui a, dans les dernières heures, quasiment doublé sur le Bitcoin? Voilà, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le Bitcoin vacille depuis quelques jours? Alors, je pense qu'il y a plein de raisons très techniques liées à l'infrastructure financière, mais pour donner un peu la big picture, je pense qu'il y a un retour à la réalité pour le marché crypto et notamment Bitcoin depuis quelques semaines. Tout 2025, en fait, il y a quand même une énorme euphorie qui était alimentée par les promesses politiques faites par Donald Trump, qui disait qu'il serait le président de la crypto, qu'il allait faire énormément de choses pour ce secteur-là. Et puis, il y avait aussi tout le sujet de l'adoption institutionnelle qui continue à pousser, notamment via les ETF. Et en fait, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu, comme c'est souvent le cas en matière de marché, notamment autour de la rigueur de la macroéconomie. On a appris qu'un nouveau président de la Fed allait bientôt prendre ses fonctions, et c'est pas un président de la Fed qui va baisser les taux forcément très vite. Et ça a beaucoup surpris le marché. Il y a eu des tensions commerciales naturellement, comme chacun sait. Et au final, pour le Bitcoin, hein, son narratif d'or numérique, hein, qu'on aime à rappeler tout le temps, en fait, il ne fonctionne pas dans ce cas-là parce que le Bitcoin, incontestablement, a été traité comme une action tech. Et la tech, ben, forcément, c'est très volatile, et notamment en ce moment. Sur le sujet de la volatilité et la panique qu'il y a eu sur le marché, je pense que le marché avait pricé en quelque sorte un scénario parfait, c'est-à-dire dérégulation totale, réserve stratégique américaine de Bitcoin financée par des achats directs et une baisse continue des taux. Voilà, ça s'est pas passé comme ça. Et quand il y a un des éléments qui vacille, ben souvent les mains faibles, hein, les fameuses weekends, elles liquident d'un coup, elles sortent du marché. Donc je pense que la volatilité s'explique notamment par ça. Et bien sûr, il y a eu des choses liées aux appels de marge, On va en parler aux juste, effets de... ouais, on va parler des appels de marge juste sur Trump finalement. Il a beaucoup promis sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il a tenu jusqu'à présent? Alors, il a tenu la mise en place d'un cadre réglementaire, parce qu'aux États-Unis, il n'y en avait pas en fait avant Trump. Il y avait toujours un doute, c'est est-ce que les actifs numériques sont des titres financiers absolument comme les autres, ou ils doivent être considérés comme une nouvelle classe d'actifs. Alors, c'est la deuxième solution qui a été choisie, qui est plutôt c'est l'option qui a été choisie aussi en Europe, mais à plusieurs mois avant, mais aux États-Unis, il n'y avait rien, donc ils ont fait passer le Genius Act. Donc, à l'été dernier, c'est surtout autour des plateformes d'échange et un cadre global pour les stablecoins. Là, en ce moment, il y a des négociations autour du Clarity Act qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est les choses positives apportées par Trump sur le marché. Il y a aussi cette histoire de réserve de Bitcoin, mais c'est encore extrêmement flou. Pour l'instant, ils partent dans une voie vers laquelle, en fait, ils ne vont pas forcément acheter des Bitcoins pour alimenter la réserve. Donc, il y a pas mal de doutes, hein. Et puis, il commence à y avoir une petite guerre qui se met en place entre le secteur crypto, représenté par Coinbase, et les banques américaines, représentées surtout par JP Morgan, autour des stablecoins et de la rémunération qu'on pourrait faire des stablecoins. Pardon, quel rapport, je ne suis pas un expert, quel rapport entre les stablecoins et le Bitcoin pour coup, et en quoi cette guerre peut influer sur les stablecoins et donc sur le Bitcoin? Quand je parle des stablecoins, c'est surtout pour décrire l'industrie crypto en règle générale. Après, vous avez tout à fait raison, ça n'a aucun lien avec Bitcoin, si ce n'est la légitimité qu'on veut lui donner au sein de cet écosystème. Vous parliez, Grégory Raymond, de cette amplification de la volatilité ces dernières heures par le fait que le Bitcoin était, que ce retournement sur le Bitcoin était amplifié par des appels de marge. Il faut expliquer ce qu'est un appel de marge et pourquoi effectivement ça a pu accroître la volatilité. C'est le moteur un peu classique, hein, des purges de marché. Là, il y a eu des paliers psychologiques qui ont sauté, les 90 000 dollars, les 80 000 dollars, même les 70 000 dollars la semaine dernière. Et en fait, les institutionnels qui faisaient ce qu'on appelle du basis trade, c'est-à-dire en essayant de se couvrir entre le marché futur et le marché spot, en fait, ils ont débouclé leur position.
Et en fait, comment dire, de mécanisme entraîne mécaniquement des très très grosses baisses. Et aussi, les carnets d'ordre sur les plateformes d'échange à l'achat, mais il y en avait de moins en moins en fait des ordres d'achat. Donc dès qu'il y a une variation à la baisse, c'est énormément amplifié. Et on peut dire que ce nettoyage auquel on a assisté, ce nettoyage du levier, a assaini le marché. Bon, ça s'est fait au prix d'une volatilité extrême. Et pour ceux qui sont forcément impliqués sur ce marché-là, il y a de Hmm. quoi avoir quelques sueurs froides. Ouais. Après, c'est vrai que on parlait de JP Morgan, toutes les banques américaines se sont positionnées indirectement en offrant via les ETF des possibilités pour les investisseurs particuliers d'investir donc via le Bitcoin sans en avoir, via des fonds indiciels cotés. Est-ce qu'il y a des sorties de fonds? On a vu là ces dernières heures, derniers jours, des sorties de ces fonds indiciels adossés au Bitcoin. Eh oui, énormément, énormément. Forcément, quand les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, mais quand ils sont positionnés sur des ETF et qu'ils décident de les vendre, forcément, ben, derrière les émetteurs comme BlackRock ou Fidelity, ben, ils sont obligés d'aller sur le marché spot, le marché au comptant, et de vendre énormément de Bitcoin physique, en fait, si je puis me permettre. Donc, en fait, ça crée une pression vendeuse directe et ça alimente ben, surtout la baisse du prix. Donc, c'est un peu un cercle vicieux qui est en train de se passer parce que tout 2024, ces acteurs-là ont en fait apporté beaucoup de capital, ont acheté beaucoup de Bitcoin, mais en fait, on ne peut pas avoir cet avantage-là et les inconvénients. Donc, quand il y a des risques sur le marché, forcément, ces acteurs-là sortent et ça crée une pression vendeuse énorme. C'est vrai que historiquement, quand on regarde un peu ces derniers mois, on était sur 125 000 dollars, je l'ai dit début octobre sur le Bitcoin. On est à 70 000 aujourd'hui. C'est vrai qu'à chaque correction, 15% en 48 heures, 40% tout de même depuis maintenant 3 ou 4 mois, le Bitcoin s'est toujours redressé pour aller vers de nouveaux sommets. Est-ce que là c'est pareil ou c'est différent? Alors, ben, l'avenir nous le dira, mais j'aimerais bien préciser quand même quelque chose. C'est que moi, quand j'ai commencé vraiment dans le secteur, c'est surtout le cycle de 2017-2018 qui m'avait impressionné parce qu'à ce moment-là, on pouvait avoir du moins 40% en une journée. Aujourd'hui, on a toujours des moins 40%, mais c'est sur 4 mois. Donc, ce que je veux essayer de faire passer comme message, c'est que la volatilité, c'est quand même largement réduite, même si elle est considérable hein, par rapport au marché plus traditionnel. À la question de est-ce que cette fois c'est différent? C'est probable parce que c'est le premier cycle qui se déroule dans un environnement où les taux des banques centrales sont assez complexes aux États-Unis, c'est assez complexe qui se joue en ce moment. Et c'est aussi le premier cycle où il y a, je pense, une emprise de Wall Street sur le marché crypto et sur le marché Bitcoin, chose qu'il n'y avait pas en 2020, 2021. Euh, Concernant la correction, Et le bear market, certes, parce elle est qu'on peut qualifier ça de bear market. Je vois sur les actions, une baisse au-delà de 20%, c'est un bear market. On y est là. Hein. exactement, exactement. Si on définit un bear market comme une baisse de plus de 20% sur une période prolongée, effectivement, on y est. Mais il n'y a pas de remise en question fondamentale du Bitcoin en tant qu'actif actuellement. Moi, je pense qu'on est plutôt dans une phase de transition parce qu'il y a une ivresse énorme qui nous a emmené jusqu'aux 120 000 dollars. Maintenant, on est en train de digérer ça. Alors, la durée de cette période, forcément, c'est difficile de prévoir à l'avance combien de temps elle va durer. Et je pense que le marché, là, va devoir absorber les stocks des mineurs qui sont obligés de vendre leur Bitcoin pour financer leur activité. Donc, il peut y avoir des baisses, enfin, des ventes supplémentaires à cause de ça. Et surtout, des Bitcoin Treasuries Companies. La première d'entre elles, c'est Strategy. On la connaît aussi sous son ancien nom MicroStrategy. Si la baisse se prolonge, ils pourraient tenter de réduire leur exposition. Donc, il faudra surtout regarder le comportement de ces acteurs-là, peut-être pour se dire si on va être dans un marché baissier très prolongé ou pas, quoi. Grégory Et Raymond, ouais. il faut quand même aussi se dire que la correction actuelle, elle est quand même assez saine, hein. On a quand même fait une hausse parabolique assez importante sur tout Elle est 2024 et saine si même. elle s'arrête à ce niveau-là. Après, Comment? elle est saine si elle s'arrête à ce niveau-là, à 70 000 Oui, dollars. oui, Après, tout à fait, on est d'accord. on dit quoi, Grégory Raymond, aux néo-investisseurs, aux jeunes investisseurs peut-être qui nous regardent, qui sont rentrés parce qu'ils disent oh là là, ça monte, c'est au-delà de 100 000 dollars, qui sont rentrés au-delà des 100 000 dollars sur le Bitcoin. On leur dit quoi? Qui perdent déjà Ben, on leur 30%. dit la même chose que ceux qui sont rentrés au-dessus de 15 000 dollars en 2017. Pareil, hein, pour le cycle d'après. En fait, la patience, c'est la seule stratégie viable dans ce marché, surtout quand on comprend qu'on a acheté le sommet. Alors, Et, bien sûr, les performances passées et surtout, ne ouais. permettent pas de. Comment? Et surtout qu'on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais historiquement, le Bitcoin a toujours fini par revisiter ses plus hauts.
Donc l'important, je pense que c'est pas le prix d'entrée, même si aujourd'hui on est obligé de faire avec ces pertes virtuelles. Le plus important, c'est la thèse d'investissement. Mm. En fait, si vous avez la conviction que Bitcoin en fait s'inscrit comme un actif alternatif intéressant dans le cadre de la dépréciation monétaire, c'est-à-dire sur 5-10 ans, en fait, la volatilité actuelle, c'est qu'un bruit de fond et vous devez être préparé à ça. Par contre, si vous avez acheté du Bitcoin en espérant faire x2 en 2 mois, là, la leçon, elle est brutale. Mais ça, c'est le cas depuis toujours. Quels sont les seuils, les niveaux à scruter, à regarder, notamment à la baisse? On se dit qu'il faut que les 70 000 tiennent. C'est 60 000, encore une fois, les seuils importants. Quel risque de baisse? Je sais que c'est compliqué, mais quel risque de baisse, encore une fois? Alors, si vous voulez, ça a énormément rebondi sur le seuil des 60 000 dollars. Donc, il a Ouais. été identifié comme un seuil vraiment très important. Après, il peut totalement lâcher. S'il lâche, c'est retour vers les 50 000 dollars. Mais les niveaux actuels, donc autour de 60 000 dollars, 70 000 dollars, on commence quand même à avoir un ratio risque-rendement qui est plutôt intéressant. Je dis pas qu'il faut acheter forcément maintenant, mais il y a beaucoup plus d'opportunités maintenant qu'il y a un mois et demi. Faut savoir que là, il y a beaucoup de gens en fait qui essayent de chercher le point bas exact pour pouvoir revenir sur le marché. On n'achète jamais le bottom, le point bas exact. Il faut plutôt accumuler dans des zones de détresse. Là, actuellement, c'est une zone de détresse. Mm. Ça peut aller plus bas, mais on commence quand même déjà à être sur quelque chose d'intéressant parce que, comme vous le rappeliez, on est à plus de moins 40% depuis octobre. Donc, c'est déjà une correction assez intéressante si on veut acheter. Les points de vue sont assez clivants sur le Bitcoin. On a reçu ici Eric Larchevêque, le fondateur de Ledger, il y a quelques jours, qui nous disait que le Bitcoin, selon lui, montrait à 1 million de dollars. J'écoutais sur BFM Business le gouverneur François Villeroy de Galhau. On sent bien qu'il n'est pas fan du tout des cryptos. Et je me rappelle cette phrase qui date peut-être maintenant d'un petit peu, mais de quelques années, de l'économiste Patrick Artus, qui un jour m'a dit, en parlant des cryptos et du Bitcoin, ça montera à l'infini et ça finira à zéro. Oui, tout le monde a un peu son petit avis dessus. Moi, je considère que si on le compare un peu avec l'or, en fait, il peut très bien prendre 10 à 20% de la capitalisation de l'or. Donc, ça dépend des moments. Mais un Bitcoin entre 500 000 et 1 million de dollars, c'est tout à fait possible. Mais en fait, Bitcoin, comme vous le rappeliez, peut très bien aller à zéro. Mais en fait, si Bitcoin va à zéro, en fait, ça voudrait dire que les monnaies deviennent plus résilientes qu'elles ne sont aujourd'hui et du coup qu'on a moins besoin de parier sur Bitcoin à l'avenir. Donc en fait, si les États parviennent à se désendetter, à ne pas sacrifier leur monnaie justement sur l'autel de l'endettement, bah, Bitcoin n'aura plus vraiment de sens, n'aura plus vraiment d'intérêt. Et dans ce cas-là, oui, il pourrait aller à zéro. Moi, par contre, je suis obligé d'être réaliste et je ne pense pas que les États arriveront aussi facilement à endiguer le cercle vicieux de la dette. Donc Bitcoin, dans ce cadre-là, sur le long terme, je parle bien de long terme, ça s'avère un actif intéressant. Après, je ne peux pas vraiment vous donner un prix précis, quoi. Oui, bien sûr. On finit là-dessus, juste en 30 secondes, l'étincelle qui pourrait relancer la machine Bitcoin et lui faire remonter la pente. On parlait de Trump, c'est pas lui aussi. On sait que le rallye de 2025 a notamment été dû aux promesses, on l'a dit au début d'émission, de Donald Trump. Est-ce qu'il pourrait chercher dans ses mots, je ne sais pas, à soutenir le Bitcoin? Bah, encore une fois, Trump a les clés hein, pour créer des catalyseurs qu'on n'attend pas. Par exemple, s'il activait concrètement la réserve stratégique américaine, s'il arrivait à trouver une astuce dans la loi en fait pour que les États-Unis en achètent directement sur les marchés, ce serait un catalyseur énorme. Lui-même est quand même assez directement impliqué dans le secteur, donc il aurait tout intérêt à le faire et il ne s'embarrasse pas beaucoup des conflits d'intérêts. Mais d'une façon plus macro, je pense que le jour où la Fed va annoncer un pivot sur sa politique monétaire et durablement baisser les taux, je pense que là pourrait y avoir un gros changement. Après, au niveau réglementation, encore une fois aux États-Unis, le Clarity Act qui est encore en discussion, lorsqu'il sera voté, peut-être ça sera un catalyseur pour accélérer sur le marché. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a des catalyseurs un peu exceptionnels, ils viendront forcément des États-Unis. Allez, merci beaucoup. Explication signée Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup.